au niveau de l'administration et qui a fait une carrière au sein à la fois de l'administration mais aussi au niveau des organisations internationales, notamment la conférence des ministres de la jeunesse dans l'espace francophone, la CONFEJES. Il a été aussi dans beaucoup de missions d'études et de réflexions sur la problématique, sur les problématiques relatives à la jeunesse, notamment sa dernière contribution à la stratégie nationale élaborée au niveau du gouvernement. Et je passe, parce que c'est un personnage qui est connu au niveau national et au niveau régional aussi. Monsieur Amadou Sall, c'est quelqu'un de MP et je ne dirai pas plus là-dessus. Donc, c'est le vice-président de MP. Et celle qui parle est la secrétaire générale de MP, donc Madame Turquia Delba. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à notre groupe duo. Et je vais inviter M. Fad Youssouf à venir. Donc, vous serez là, moi je vais mettre. Séance donc de discussion sur un thème aussi important que, vous voulez le micro? Le chômage, l'immigration, la radicalisation et la vulnérabilité des jeunes. J'avoue que quand vous m'avez fait la proposition, j'étais très enthousiaste parce qu'il s'agissait un peu de parler des problèmes des jeunes. Et comme je suis un cadre du secteur de la jeunesse et du sport, ça m'enchantait beaucoup. Mais quand je me suis mis à réfléchir un peu sur la question, j'étais très, très embarrassé. Comme vous l'avez dit, c'est un sujet très complexe. Et ça m'a rappelé un peu l'image du mille-pattes, qui marchait donc avec ses 1000 pattes sans aucun problème, et auquel on a demandé une fois, mais comment vous faites pour marcher avec vos 1000 pattes sans vous tromper? Et le 1000 pattes s'est mis donc à réfléchir à la question, et puis après, il était complètement paralysé, il n'arrivait plus à marcher. Donc c'est ce qui m'a arrivé un peu par rapport à cette thématique. Alors, le plan que je vais vous proposer pour cette thématique est le suivant. Donc, une introduction, un rappel de la commande, un essai de définition. Nous parlons du chômage des jeunes dans le monde, ce qu'on en est aujourd'hui, et du chômage des jeunes chez nous en Mauritanie. Avant d'aborder les trois thématiques, le lien qu'il y a entre le chômage des jeunes et l'immigration, le chômage des jeunes et la radicalisation, le chômage des jeunes et leur vulnérabilité, et puis quelques principaux enseignements que j'ai tirés de cette réflexion pour aboutir à des recommandations et à une conclusion. Alors, lors du sommet de Afrique-France, qui a été tenu le 3 décembre 2005 à Bamako, les chefs d'État et de gouvernement, après avoir dressé un constat d'échec de leur politique en direction des jeunes, avaient promis, premièrement, d'aider ces derniers à sortir de la pauvreté. C'était une promesse qui a été faite par les chefs d'État qui étaient réunis à Bamako. Et je le rappelle, je prends comme cadre de référence ce sommet qui s'est tenu en 2005 à Bamako. Donc les chefs d'État ont dit aux jeunes, nous vous promettons de vous aider pour vous sortir de la pauvreté. C'était un engagement. Le deuxième engagement qui a été pris également par les chefs d'État était de juguler l'immigration. Voici donc les deux engagements qui ont été pris par les chefs de l'État. Et en prélude à ce sommet qui s'est tenu à Bamako en 2005, il y avait un forum de la jeunesse africaine qui avait été organisé d'abord. Et de ce forum-là, il s'est dégagé ce qui suit. Les jeunes n'ont plus foi en leurs dirigeants pour résoudre leurs problèmes. Et je crois que la situation aujourd'hui est toujours la même, sinon elle s'est même aggravée. Les jeunes n'ont pas confiance, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, etc. Les jeunes n'ont plus confiance en leurs dirigeants pour régler
leurs problèmes. La deuxième chose qui s'est dégagée, c'est que le marché du travail, qui constitue une de leurs préoccupations, majeures, donc la préoccupation des jeunes, et qui est aussi l'angoissante, je dis bien l'angoissante question du chômage des jeunes a été soulevée. Et ce problème, donc, 2005, ça a été donc soulevé, et aujourd'hui encore, je pense que les problèmes sont toujours actuels. Et certains jeunes nous disaient dans leurs interventions qu'il s'avérait difficile pour eux de trouver un emploi après leurs études, d'où leur envie de fuir. Ils disent carrément, ils disent pas de quitter notre pays, ils disent de fuir nos pays. Les participants toujours soulignent qu'une jeunesse sans perspective est une bombe à retardement. C'est eux qui le disent, c'est pas moi, donc ça a été dit lors du forum de la jeunesse africaine qui a été tenu à Bamako en 2005. Et les jeunes donc, demandent aussi qu'ils soient consultés, parce qu'on élabore des politiques, on élabore des programmes, des stratégies pour eux, et on ne les consulte pas sur ces questions-là. Enfin, disons qu'une jeunesse, je le reprends, sans perspective, c'est la porte ouverte au développement de la criminalité, de la violence, de l'insécurité, de la prostitution, etc., disait une jeune participante, Rosalie Sekou. Donc ça résume un peu ce que ça peut entraîner comme cause chez les jeunes si la jeunesse n'est pas occupée, si la jeunesse ne travaille pas, etc. De ces deux réunions, donc réunion au niveau des sommets des chefs d'État, donc de France-Afrique, mais aussi du Forum de la jeunesse, se sont dégagées les notions suivantes. D'abord, pauvreté. C'est un mot qui est revenu vraiment tout au long des discussions lors du Forum de la jeunesse et lors du sommet de France-Afrique, ou Afrique-France plutôt. Le deuxième mot fort, c'est le chômage des jeunes, donc qui est en corrélation certainement avec les problèmes de pauvreté, croissance économique, etc. Troisième mot, c'est l'immigration, donc qui est ressorti des discussions donc, qui sont tenues à Bamako. Le quatrième, c'est l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, particulièrement dans notre zone sahélienne. Et les violences, donc, qui sont des formes de violence qui découlent un peu de cette insécurité, du chômage, etc. etc. Voilà vraiment les principaux concepts qui sont sortis de ces deux réunions importantes au niveau des chefs d'État et au niveau des jeunes. Alors, plus d'une décennie après, donc aujourd'hui on est en 2017, donc 12 ans après, j'ai l'impression qu'on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes, sinon que ces problèmes, au contraire, s'accentuent davantage. Donc on a plus de chômeurs dans le monde, on a plus de chômeurs ici en Mauritanie, on a toujours les problèmes de violence qui sont devenus encore plus importants qu'on ne les connaissait en 2005, lors du sommet, etc., etc. Donc, malgré toutes les politiques qui ont été mises en place, les pays, je vous ai dit, ils se sont engagés à lutter contre la pauvreté et à réduire un peu l'immigration. Malgré toutes ces politiques qui ont été mises en place pour les jeunes, parce qu'avant, vous vous souvenez, quand on parlait de s'occuper des jeunes, de développer des programmes, les institutions financières internationales disaient, bon, mais ça, c'est pas une priorité. Nous avons des priorités après. Mohamed El était avec moi quand j'étais au ministère de la Jeunesse et du Sport, la fonction publique. Quand on recevait une délégation de la BAD, du FMI, etc., pour discuter des problèmes de jeunesse, il parlait certainement de fonction publique, il parlait du travail, il parlait de la formation professionnelle. Et quand on leur posait les questions sur les problèmes de jeunesse et sport, ils disaient non, non, ça, c'est pas notre priorité. Mais après, avec l'importance et les manifestations qu'il y a eu dans le monde, la réaction des jeunes, il n'y a pas aujourd'hui une conférence internationale qui se déroule sans qu'on ne parle de la jeunesse de manière générale. Alors, ces menaces-là ont pris, comme je le disais tout à l'heure, des proportions vraiment alarmantes. Je reprends le chômage des jeunes, l'immigration des jeunes, la radicalisation des jeunes
et leur vulnérabilité. Ce sont donc vraiment les 4 thèmes qui reviennent, et comme l'a dit le président tout à l'heure, chacun des thèmes peut faire l'objet d'une communication, peut-être même d'une communication de plusieurs jours. Je rappelle ici la commande qui a été faite par MP. Il s'agissait de voir s'il y a une relation causale, donc de cause à effet, entre, premièrement, le chômage et l'immigration des jeunes. Est-ce que c'est lié? Quel est le lien qu'il y a entre le chômage des jeunes et l'immigration des jeunes? La deuxième question, c'était aussi de voir quel était le lien possible qu'il y avait entre le chômage et la radicalisation des jeunes et leur vulnérabilité. Donc vous voyez bien, donc, je l'ai avec cette image-là, on voit bien qu'on essaie de définir le lien qu'il y a entre le chômage et chacune des autres composantes. C'était ça la commande, en tout cas telle que je l'ai perçue, moi, quand j'ai recevais la demande de MP. Alors, on va essayer peut-être de définir certains termes comme le chômage. Le chômage, c'est une définition. Une définition, on peut en trouver plusieurs autres selon que vous travaillez dans tel ou tel domaine. Mais retenons celle-là. Le chômage peut être défini comme l'état d'inactivité d'une personne souhaitant travailler. Donc, une personne qui souhaite, qui n'en trouve pas, on peut dire que cette personne-là est au chômage. C'est une définition qui a été prise donc, sur Internet, Wikipédia, donc, que j'ai retenue pour pouvoir vous la présenter. La deuxième définition est relative à l'immigration. L'immigration, on l'a définie comme étant une action de quitter son pays, sa région, pour des raisons économiques, politiques, religieuses, etc. Voilà donc une définition que je vous propose pour l'immigration. La troisième définition que je vous propose est relative à la radicalisation. Celle-là, elle est faite par un sociologue franco-iranien qui s'appelle Farhad Khosrow Kabar. Il a écrit sur la radicalisation des jeunes un bouquin sur la radicalisation des jeunes en 2017. Et il définit la radicalisation par, donc on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe d'individus adopte une forme violente d'action, directement liée à une idéologie extrémiste ou à un contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. C'est une définition-là que je vous propose à partir de mes lectures, qui a été donc proposée par le sociologue franco-iranien. Farhad Khosrow Kabar. Oui, et comme le terrorisme aujourd'hui, qui est un acte de violence, est en relation directement avec ce que nous appelons la radicalisation, il m'a semblé bon de définir également qu'est-ce que nous entendons par terrorisme. Et là, la définition que je vous propose est la suivante: c'est un ensemble d'actes de violence, d'attentats, de prise d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité et pour exercer un chantage sur un gouvernement pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, etc. Un chantage sur le gouvernement, ou bien sur des personnes, ou bien sur des groupes d'individus, une société quelconque. Voilà la définition donc, que je vous propose pour le terrorisme. S'agissant de la vulnérabilité, c'est un mot que je prononce très difficilement. La vulnérabilité est la prédisposition d'un système à souffrir d'un choc ou d'un stress. Une définition qui a été proposée par un médecin allemand qui est en même temps professeur d'éducation physique, chercheur, etc., et qui travaille à la société Nestlé. C'est un nutritionniste également qui travaille à la société Nestlé. Et la vulnérabilité donc, traduit également le caractère fragilisé d'une personne ou d'un groupe social du fait d'une atteinte physique, sociale ou morale et se trouvant dans une insécurité. Donc on parle toujours d'insécurité, cette instabilité, cette peur qui entraîne d'ailleurs le manque de confiance et peut-être qui aussi entraîne soit des formes de violence, soit des départs pour l'immigration, etc.
du fait de cette situation et nécessite de ce fait une action spécifique de protection sociale. Voilà, mesdames, messieurs, les 4 définitions que je vous propose pour le thème que j'ai la charge de vous présenter. Alors, parlons du chômage des jeunes dans le monde. Et dans le monde, nous avons à peu près, selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail, on a plus de 200 millions de chômeurs dans le monde. Et sur ces 200 000 chômeurs dans le monde, il y a 71 millions qui sont des jeunes. Donc, c'est des jeunes qui sont en chômage. Ils représentent à peu près 35%. Oh, excusez-moi. Ils représentent à peu près 35% du nombre de chômeurs dans le monde. Et ces données sont tirées, bien entendu, du rapport annuel de l'OIT qui a été publié en 2016. Et de 2016 à 2017, déjà, on enregistre une augmentation de 3,4 millions de chômeurs dans le monde. Et ce qui prouve tout simplement que l'économie mondiale aujourd'hui n'est pas capable de générer suffisamment d'emplois pour nos populations et particulièrement pour les jeunes. Et dans le monde, 1 jeune sur 2 est au chômage. Et ici, en Mauritanie, je pense que le taux de chômage est aux environs de 10%, en tout cas tel qu'annoncé par l'Office national de la statistique. Et dans le monde, il varie entre 13,3 et 13,7%. Donc, en ce qui concerne les chiffres dans le monde. Mais en Afrique, ce que je peux aussi mentionner ici, à propos du chômage des jeunes dans le monde, c'est que près de 90% des jeunes sont employés dans l'informel, avec tous les risques d'exploitation, de harcèlement, d'abus sexuels, etc. Il n'y a pas d'éducation, de travail. Ils travaillent pendant des longues heures. Et puis ailleurs aussi, il y a des pays comme par exemple le Bangladesh, vous avez certainement vu les images des jeunes enfants en train de travailler dans des conditions abominables, avec des faibles salaires, ils ne s'alimentent pas, des conditions d'hygiène difficiles, ils font leurs besoins pratiquement dans la salle où ils travaillent, etc. Voilà, donc ces informations que je voulais partager avec vous sur le chômage dans des jeunes particulièrement dans Mais revenons chez nous. Quelle est la situation du chômage des jeunes en Mauritanie? Les données que je vais citer ici sont tirées du 4e recensement général de la population et de l'habitat qui a été fait en 2013. Le document, je crois qu'il est disponible sur Internet et vous pouvez également l'avoir au niveau de l'Office national des statistiques. Un deuxième document sur l'enquête nationale de référence qui, lui, a été publié en 2012. À ma connaissance, peut-être ce sont les documents que j'ai consultés, peut-être qu'il y a eu d'autres études après, mais je ne suis pas pour l'instant, en tout cas, au courant de ces études-là. Mais sur la base de ces deux documents-là, je voudrais donc vous communiquer certaines données. D'abord, chez nous, les jeunes de moins de 35 ans représentent plus de 60% de la population. 60% de la population ont moins de 35 ans. Et j'en profite pour rappeler que l'État mauritanien définit le jeune mauritanien comme étant une personne âgée de 12 à 35 ans. Ça a été donc adopté en Conseil des ministres le 30 décembre 2015. Au moment où le gouvernement adoptait la stratégie nationale de la jeunesse et des sports pour la période 2015-2020. Donc pour l'État mauritanien et jeune, toute personne qui a entre 12 et 35 ans. Un peu plus du tiers de nos enfants en âge de fréquenter l'école ne fréquentent pas cette dernière, donc ne sont pas à l'école. Un tiers de nos enfants sont donc en dehors du système scolaire. Vous comprendrez peut-être
la corrélation qu'il y a avec le chômage de nos jeunes. Le taux d'alphabétisation est de 64%. 64%. On peut en déduire plutôt que presque 36% de nos populations ne sont pas alphabétisées. Et parmi les jeunes qui ont eu la chance de fréquenter l'école, l'enseignement moderne particulièrement, près de 45,6% n'ont pas dépassé le niveau primaire. Ils vont à l'école fondamentale, et 46% n'ont pas dépassé l'école fondamentale. Et seulement 6,3% ont atteint le niveau supérieur. Les 3/4 des jeunes mauritaniens de 12 à 35 ans n'ont, ce qui est aussi inquiétant, n'ont aucun diplôme ni aucune qualification. Et on veut qu'ils travaillent. Et eux, ils veulent travailler également, ils veulent avoir un emploi et travailler. Mais quand on regarde toutes ces données-là, ça nous fait réfléchir et puis nous sommes un peu inquiets par rapport aux informations qui sont dans ce pays. 61% de la population en âge de travailler ont entre 14 et 35 ans. Et je vous disais tout à l'heure que le taux de chômage chez nous en Mauritanie nationale était de 10,1% selon les informations qui nous avaient été communiquées par l'Office national des statistiques, alors que dans le monde entier, le taux varie entre 13,3 et 13,7%. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'une fois que les jeunes ont leur diplôme, qu'ils rentrent chez eux, etc., la durée de chômage des jeunes est au moins de 5 ans, en moyenne. En moyenne. Elle est en moyenne de 5 ans. Donc les jeunes qui sortent de l'université, je ne sais pas, d'Alger ou de l'université de Paris, qui vient après sa formation, qui veut travailler, ils restent à peu près en moyenne 5 ans. Il y en a qui sont recrutés tout de suite, mais peut-être il y a d'autres formes qui font qu'ils sont recrutés, soit l'interventionnisme, etc., ça qui leur permet d'accéder rapidement à des postes. Mais en moyenne, les jeunes chez nous restent 5 ans sans trouver du travail. Et parmi les jeunes de 14 à 35 ans, 32%, je le répète, ne sont pas dans le système scolaire, ne sont pas occupés, ils sont sans emploi et sont dans une situation de vulnérabilité et à fort risque. Ils sont là, ils n'ont pas de travail et sujets donc à toute forme de vulnérabilité. Après ces données sur les jeunes, le chômage des jeunes dans le monde et chez nous, essayons de voir si, et là c'est un exercice extrêmement difficile, quel est le lien qu'il y a entre le chômage des jeunes et l'immigration. Un peu d'histoire, d'abord pour révéler que les migrations internationales massives ne sont pas une nouveauté historique. Elles sont à l'origine des peuplements de toutes les régions de la planète et remontent à la préhistoire. Donc, avec toutes les migrations que nous avons connues, les migrations d'Égypte, etc., pour occuper les espaces, etc. Donc, les populations ont beaucoup bougé pour aller occuper les régions du monde. Et ces migrations ont par le passé donc servi de ciment à l'interpénétration des cultures, c'est important, et l'interprétation aussi également aux interpénétrations des civilisations dans le monde occidental, oriental, etc. Donc ça a été surtout un point précis. Donc au départ, les migrations n'étaient pas forcément négatives. Elles ont beaucoup participé à la construction du monde et au développement du monde de manière générale. On se souvient de Christophe Colomb qui a découvert les Amériques vers 1492. À ce moment-là, quand il a découvert donc, les Amériques, on a assisté à des flux migratoires importants. Surtout, ce n'était pas les pauvres qui y allaient, c'était plutôt les plus riches qui allaient, qui quittaient l'Europe, qui allaient
vers les Amériques. Il fallait être extrêmement riche pour appareiller un bateau, prendre les rations alimentaires, prendre donc, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se déplacer. Donc au départ, ce n'était pas forcément les riches. Donc vous voyez que ce n'est pas parce que simplement les migrations ne sont pas simplement le fait de la pauvreté. Elles sont donc des fois pour des raisons économiques, etc. Et aujourd'hui, quand ces migrations se faisaient pour les Amériques, c'était plutôt les plus riches qui avaient la possibilité d'y aller. Donc les pauvres n'avaient pas la possibilité. Et il y a un peu plus de 200 ans, donc vers les années 1840-1914, la plupart des migrants faisaient le voyage dans les régions du monde en quête de main-d'œuvre. Donc ils allaient chercher, ils allaient un peu travailler dans d'autres pays, comme ça a été par exemple pour le cas de notre pays. On a eu beaucoup de migrants qui sont venus du Sénégal, du Maroc, etc., qui viennent travailler. Ils viennent travailler dans le bâtiment, travailler dans d'autres des services, etc. Et qui sont à la recherche de l'emploi. Donc, soit ils vont pour chercher un emploi, soit pour eux, la qualité de vie, le niveau de vie était nettement supérieur chez les autres que chez eux. Donc, ce qui les poussait un peu à aller voir un peu ce qui se passe. Ça nous est arrivé, nous, souvent. On a eu des migrations comme ça pour aller, par exemple, dans les pays du Golfe, ou aller à l'Europe, ou aller aux États-Unis, ou tout simplement, pour nous, les gens de l'Est, ceux qui quittaient la Mauritanie pour aller carrément dans des pays comme l'Angola, le Congo, etc., pour aller chercher une situation meilleure. Après la Deuxième Guerre mondiale et vers 1945, de 1945 à 1970, les pays européens durent reconstruire leur pays en encourageant une immigration économique. Donc, ils avaient besoin de main-d'œuvre étrangère pour reconstruire le pays après la guerre mondiale. Et là, donc, les portes étaient ouvertes pour que les gens quittent soit l'Afrique, soit l'Asie et tout ça pour venir reconstruire leur pays. Une autre raison, c'était aussi le vieillissement de la population, parce qu'ils avaient des personnes assez âgées qui n'étaient plus en âge de travailler, et il fallait faire donc appel à une main-d'œuvre étrangère. Et aujourd'hui encore, dans un pays comme le Canada, vous voyez beaucoup d'annonces dans Internet en demandant aux gens de venir, de postuler pour venir travailler chez eux parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pour aller dans des régions peut-être aussi difficiles pour l'exploitation du pétrole ou d'autres ressources. Et je termine ce point en soulignant aussi la fuite du cerveau. Aujourd'hui, nous investissons dans nos cadres et quand ils sont bien formés, soit ils partent d'eux-mêmes, mais aussi les pays étrangers, les pays comme la France, comme le Canada, font tout pour qu'ils viennent travailler chez eux et particulièrement aussi aux Amériques. Ça aussi, c'est une raison de la migration. On peut se demander aussi si la mondialisation n'est pas à l'origine de l'accroissement spectaculaire des migrations internationales. Donc 214 millions, comme je vous disais, en 2012. Est-ce que cette mondialisation n'a pas aussi contribué à l'accroissement de ces migrations? Je pense que oui. Quand on sait qu'avec la mondialisation, on a assisté à un moment donné à la baisse des coûts de transport aérien, ce n'est plus le cas maintenant, au contraire, ils ont beaucoup augmenté, mais cette baisse des coûts de transport aérien a permis aux gens vraiment de quitter le pays et d'aller dans des pays où les gens pensaient que la situation était nettement supérieure le niveau de vie était nettement supérieur au niveau de vie qu'ils connaissaient chez eux. L'autre raison, c'était aussi l'internalisation de l'information, qui fait qu'une image idyllique de l'Occident est véhiculée dans le monde entier via les chaînes de télévision et Internet. Donc, on montre que vraiment l'Europe c'est mirabolant, donc l'Occident c'est mirabolant, donc il faut aller là-bas, c'est la belle vie, c'est les belles voitures, c'est vraiment les beaux restaurants, les beaux immeubles, c'est la vie quoi, qui
qu'il faut, particulièrement pour les jeunes qui, s'ils ne sont pas préparés, ils risquent complètement d'être tentés de migrer. Et puis, vous savez, on nous envoie aussi dans le pays des produits manufacturés tellement beaux, comme ce que je suis en train de manipuler aujourd'hui. Et c'est une tentation pour dire, mais allons-y carrément, directement là où ça se produit. Allons-y en Europe, en Occident, pour aller. Alors, comme on le voit plus haut, la situation de détresse et de traumatisme que vivent les jeunes du fait du chômage n'est pas la seule cause de l'immigration des jeunes qui quittent le pays. Donc, vous avez vu plusieurs causes qui ont été signalées ici. Les causes sont également d'ordre politique, économique. La croissance économique faible, le taux de chômage qui est élevé, elles sont aussi d'ordre social, culturel, religieux. Et elles peuvent être dues, elles sont souvent dues au conflit, à l'insécurité, au manque d'argent, aux catastrophes naturelles, parce que des fois aussi les catastrophes naturelles provoquent l'immigration des populations, à la dégradation de l'environnement. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, mais quand vous vous rappelez les années 70, quand il y a eu la forte sécheresse en Mauritanie, nos régions se sont complètement dépeuplées et la plupart de nos concitoyens sont venus en Oxford pour la recherche de travail, etc. Recherche tout simplement d'alimentation, d'eau potable, etc., de soins, etc. Il y a le faible niveau de gouvernance qu'il faut également signaler comme étant une cause de l'immigration des jeunes. L'expansion démographique, parce que nos pays, au point de vue population, certains ont doublé au point de vue nombre, mais paradoxalement, les ressources, elles s'amenuisent, donc ce qui provoque un peu un choc par rapport à cette situation. Je parlais tout à l'heure de cette image parfaite de l'Occident qui est miroitée par les médias, mais aussi qui est miroitée par des jeunes qui reviennent, qui sont partis par exemple dans les pays du Nord, des fois même avec des emplois très précaires, mais en revenant chez eux, ils montrent aux autres jeunes qu'ils sont vraiment à l'aise, ils ont de belles voitures, ils gaspillent l'argent un peu partout, ils ont des appareils, des portables de mille-prix, etc. Donc ça, c'est des tentations qui sont très fortes. Et puis, quand on n'a pas aussi de perspective locale d'avenir, c'est inquiétant. Quand il y a une perspective pour les jeunes en disant bon, peut-être que l'année prochaine je pourrai trouver du travail, je pourrai faire ceci, je pourrai faire ça, ça peut les fixer dans leur pays, dans leur territoire. Mais quand tout est noir pour eux, aucune possibilité, il reste 4 ans, 5 ans, 6 ans sans trouver du travail, ils finissent par quitter le pays. Alors, là, vous voyez, j'ai eu vraiment des difficultés à prouver les liens qu'il y a entre le chômage des jeunes et l'immigration. Mais j'ai cité quand même quelques causes, j'ai essayé d'analyser pour permettre aussi que nous puissions échanger, parce que c'est une séance d'échange, surtout de discussion. Bon, moi, je ne fais qu'introduire le sujet, donc nous discuterons après, chacun d'entre nous sa formation, son niveau. Alors, deuxième thème, c'est cette tentative de faire le lien entre le chômage des jeunes et la radicalisation. Les différentes stratégies qui ont été explorées et mises en œuvre dans nos pays à travers les programmes politiques de l'emploi chez nous, en Mauritanie, comme l'ANAPEJ, les activités génératrices de revenus, les formations à l'entrepreneuriat, les financements de micro-projets, tout ce que nous avons développé jusqu'à présent, n'ont pas permis de relever le défi du chômage des jeunes qui aujourd'hui est très actuel, voire même complexe, eu égard au ralentissement de la croissance qui est noté dans le monde. On a essayé. L'ANAPEJ a été mise en place, vous connaissez très bien les chiffres.
qui ont été publiés par l'ANAPEJ, même peut-être, je ne me souviens pas très bien, mais à peu près 19 000 ou un peu moins de personnes qui ont bénéficié de l'action directe de l'ANAPEJ. Qu'est-ce que c'est par rapport à cette masse de jeunes chômeurs dans notre pays? Les AGR qui ont été également expérimentés par plusieurs partenaires, avec les Allemands, avec la coopération française, avec la coopération espagnole. C'est vrai que ça a permis de réduire un peu le chômage chez nous, mais de manière extrêmement faible. Toute l'Amérique qui se mobilise. Toute l'Amérique qui se mobilise. Quand je vois par exemple un pays comme l'Algérie, où j'ai eu la chance de faire ma formation de professeur d'éducation physique, les Algériens sont très fiers de leur pays. Et c'est ce qui manque un peu chez nous. Peut-être qu'on pourrait développer des programmes d'éducation civique, mais ce sentiment d'appartenance à un pays, de patriotisme chez nous, il n'est pas très, à mon sens, je peux me tromper, il n'est pas très développé. Et quand vous n'avez pas un sentiment de patriotisme, vous pouvez vendre votre pays très facilement. Vous pouvez vendre votre pays très facilement, donc vous pouvez être très négligent, être cotisé rapidement par telle ou telle personne, tel groupe, et puis dire, bon, pour une somme modique de je ne sais pas combien de $1000, vous vendez soit une information qui va détruire votre pays, ou que vous participez vous-même à des actions qui vont détruire votre pays. Personnellement, en tout cas, je ne pardonnerai jamais à un jeune, quelle que soit la raison, de braquer son arme contre son pays. Personnellement, c'est une position que j'ai. Je ne peux pas l'admettre qu'un jeune puisse prendre son arme et la retourner contre son pays qu'il a éduqué, ce pays où il a vécu, où ont vécu ses parents, etc. La recommandation numéro 10, c'est de veiller à l'équité des citoyens et du genre. Ça aussi, c'est important. Quand on sent qu'on n'est pas traité de la même façon partout, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit natif de Kifa ou Dadaar, et je pense que quand il y a des différences qui sont faites, parce que tout simplement, moi je suis né à Kifa et lui il est né à Dadaar ou il est né dans une autre région, je pense que ce sont des choses qui ne vont pas contribuer un peu à la paix et puis à la cohésion sociale de manière générale et au développement, parce que quand on n'est pas unis, il est difficile pour nous de construire notre pays. On a 3,5 millions de personnes chez nous. Pas nombreux. On a besoin de tous les bras, on a besoin de toutes les têtes pour développer notre pays. Et Dieu sait que nous avons des talents partout, dans tous les domaines de la vie nationale. J'ai eu la chance dans ma carrière administrative de rencontrer des jeunes ou bien des cadres qui sont extrêmement compétents, que ce soit au niveau du plan, que ce soit au niveau des technologies de l'information, que ce soit au niveau du secteur jeunesse et sport, que ce soit ailleurs, de la santé. Nous avons des cadres qui sont extrêmement performants. Et la plupart de nos étudiants qui sont partis faire leurs études à l'étranger, vous les situez généralement parmi peut-être les 10 premiers qui sortent de leur école. Mais une fois revenus chez nous, c'est comme tout ce qu'ils avaient appris avec l'environnement et tout. Donc, c'est le laisser aller. Alors, on devrait avoir sur le plan, en tout cas, des résultats, sur le plan de développement, on devrait avoir des résultats beaucoup plus importants aujourd'hui pour notre pays. On n'est pas nombreux, on a des richesses, on a surtout des ressources humaines de qualité pour pouvoir atteindre les résultats escomptés. Encourager aussi les jeunes à l'utilisation éthique et responsable de l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que ça peut être un danger. C'est un moyen important pour acquérir la connaissance, mais aussi il faut encourager les jeunes à utiliser l'Internet de manière responsable. Faire en sorte que les jeunes soient plus proches des postes de santé et qu'ils accèdent facilement aux services de santé. Des fois, je pense par exemple aux jeunes filles qui ont des problèmes, de santé. Quand elles vont s'adresser à des sages-femmes ou à des infirmières qui sont dans les postes de santé, mais elles sont même agressées. Elles sont agressées. Au lieu de leur rendre le service pour améliorer leur santé, elles sont même agressées verbalement, à telle enseigne que la fille ne veut même plus revenir
au niveau du poste de santé. Enfin, sensibiliser les leaders communautaires et religieux sur les dangers du mariage précoce, des violences basées sur le genre, et surtout en ce qui concerne la santé des jeunes filles. Et de manière générale, investir dans la jeunesse, c'était d'ailleurs le thème de l'Union africaine pour l'année 2017, dans les domaines que j'ai cités. Je vous remercie beaucoup. Vous nous avez amené et nous avons accepté, nous avons suivi parce que c'était très intéressant. Mais ça a quand même dépassé un peu le temps qui a été imparti un peu à votre introduction, à votre communication. Je vais demander à M. Amadou Sall d'essayer de récupérer un peu sur le temps, parce que nous souhaiterions pouvoir terminer un peu. Nous ne pourrons plus le faire à 13h, mais si possible à 13h30 ou plus tard à 14h, pour permettre à tout le monde de profiter de la journée de samedi. Donc, M. Amadou Sall. Tout à fait, on va dire original par rapport à ce qu'il a dit. Au risque d'avoir à répéter cette même chose. Je vais laisser le débat se faire et je vais intervenir comme intervenant pour réagir par rapport à aux autres. Si vous acceptez. Vous acceptez? Oui. Merci beaucoup. L'importance de la question et mis à jour ce qui est fondamental. Il a dit des choses de manière très courageuse et je le félicite et je le remercie. Je m'adresse aux dirigeants de MP parce que ce travail ne doit pas rester uniquement quelque chose entre nous ici. Je souhaite qu'avec l'accord du conférencier et avec tous les participants, qu'on en fasse quelque chose pour une large distribution et qui fait place aux langues, que beaucoup de gens puissent avoir accès de manière écrite ou de manière orale. Je ne sais, mais c'est quelque chose qui me paraît éminemment utile. Ce que moi je pense, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir donné comme priorité l'éducation, le système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, à mon âge, et avec ce que je vois, je me demande franchement si on peut faire quoi que ce soit dans n'importe quel domaine avec le système éducatif actuel. Je suis extrêmement soucieuse pour les enfants actuels et pour l'avenir. Non seulement ce système éducatif à deux vitesses, un enseignement privé pour les enfants de ceux qui ont des moyens et un enseignement public en déshérence pour tous les autres, qui sont très nombreux. Donc je vous remercie, c'est vraiment la priorité. Parce que, et je me demande, et je vous remercie aussi d'avoir parlé du patriotisme. Parce que moi je suis algérienne, je suis venue ici en 1900, oui, d'origine, en 1960, je suis aussi vieille que, plus vieille, mais disons ma vie en Mauritanie a accompagné la construction de l'État mauritanien. Et je suis venue ici avec mon patriotisme d'Algérienne que j'ai développé à l'École nationale d'administration. Et je crois que ces générations ont été formées parce que le patriotisme, le sens de l'intérêt général, le civisme était aussi grand, aussi développé que l'acquisition des connaissances. Ça, je vous le dis. Donc, je vous remercie. Moi, je souffre de voir aujourd'hui à Nouakchott, je ne parle pas de toute la Mauritanie, je souffre de voir si peu de patriotisme. Même quand on jette, quand on est dans une voiture, une cylindrée, la flambant neuve, et qu'on boit un courant ou n'importe quoi, qu'on jette par la fenêtre, ça, c'est un manque de patriotisme qui me tue. Ça, je vous le dis. Donc, merci de l'avoir souligné. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas imaginer une étape, une solution pour une étape
entre tout ce qu'il faut faire pour éviter tous les maux que vous avez signalés, que je ne vais pas renommer, et pour corriger la situation dramatique du système éducatif. Parce que je ne vois pas comment on peut faire, comment on peut trouver du travail pour des gens qui ont soit des diplômes, qui en fait n'ont aucune valeur pour travailler ou pour quoi. Vous comprenez? Un jeune qui a un diplôme aujourd'hui, sortant d'une école d'ici, très souvent, ce diplôme ne lui permet pas d'être recruté, par exemple, dans le privé. S'il a des gens pour les favoritismes, on le casera quelque part dans la fonction publique, où il ne fera rien, où il sera... Moi, j'ai renouvelé mon passeport il y a quelques jours. Mais j'ai vu comment ça se passe là. Je vous jure que moi, j'ai commencé à faire le travail là, tellement j'étais choquée, parce que je voulais avoir mon passeport, sans retourner 10 fois. Donc, il y a quelque chose à inventer. Je ne sais pas quoi, mais actuellement, tout ce que vous dites, si on ne trouve pas une compensation à cette carence du système éducatif, parce que ça, on ne peut pas le changer du jour au lendemain, les recommandations, il ne sera pas facile de les mettre en œuvre. Merci. Et merci, vraiment. Qui reste très mesuré, au point même de se poser des questions et demander des éclairages. Mais pas seulement. Il y a aussi l'homme de terrain qui a travaillé cette question, qui donne des chiffres et qui finit par des propositions. Et ça, je m'en réjouis, parce qu'il y a au moins une quinzaine de propositions. Donc, vous avez joint l'intellectuel aux pratiques, utile à l'agréable. Je vous en félicite. Dans ce premier aspect de questionnement que vous avez suscité, moi je me pose la question, c'est quoi la radicalisation? C'est un sujet de débat et qui n'est pas du tout tranché. Moi j'ai eu la chance ou la malchance de travailler sur le terrain contre le terrorisme, parce que je suis un militaire à la retraite. Et je suis la rapporteur, je vous livre un secret, la rapporteur du document officiel mauritanien de la lutte contre le terrorisme qui a été ventilé un peu partout dans le monde. Donc, j'en sais une petite chose que j'annonce tout de suite avec modestie. Et dans mes recherches, je me suis toujours heurté à ce problème. Oui, le terrorisme, je trouve, pas une définition, une pléthore de définitions. Mais la radicalisation, il n'y en a pas. Je n'en trouve pas. Comme d'ailleurs, extrémisme violent. Parce qu'on dit que la radicalisation, c'est le processus qui mène vers l'extrémisme violent qui enfin aboutit au terrorisme. Et il y a pour base de départ l'extrémisme. Problème. L'extrémisme, il est toléré partout dans le monde. Tout le monde le dit aux États-Unis d'Amérique, en France et ailleurs, que M. Trump est extrémiste. Et c'est légal et c'est légitime. Comme Yassine Moussa est l'extrême droite en France, Marine Le Pen est extrémiste, c'est légal et c'est toléré. Du moment que la base de l'extrémisme violent est tolérée, qui conduit vers le terrorisme, il y a un problème. Je paraphrase un peu Lénine qui dit toujours, l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme. Moi je pense que le terrorisme est le stade suprême de l'extrémisme, qui passe par la radicalisation de l'extrémisme violent. Alors, dans mes recherches, j'ai trouvé aussi que certains États travaillent beaucoup pour contrer le terrorisme, ils travaillent contre la radicalisation, qui comporte la déradicalisation dont vous avez parlé. Et parmi ceci, il y a les Canadiens qui ont par exemple les CARI, le Centre pour l'action contre la radicalisation des jeunes. Moi je propose qu'on ait aussi également une approche en Mauritanie visant à créer des structures contre la radicalisation. Et ça manque. Ça n'existe nulle part, ni dans nos textes. Je sais qu'au ministère paraît-il de la jeunesse, il y a des efforts dans ce sens. Mais sur le terrain, ça manque énormément de visibilité. Le deuxième aspect, c'est lequel a bien parlé Mme Torkia, c'est le problème de l'éducation. Nous avons une dualité dans l'éducation, une dualité linguistique et une dualité thématique s'agissant du fond. La linguistique, vous connaissez très bien, le fameux problème de français pour les négro-africains, l'arabe, etc., et qui a laissé des séquelles terribles que nous vivons toujours. Il y a aussi une autre dualité concernant le fond. Nous avons d'un côté un enseignement religieux qu'on appelle enseignement originel et un enseignement public qu'on qualifie de moderne. Or, dans notre enseignement, il doit être unique. Il y a un seul enseignement. Cet enseignement originel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens? Mais rien, on ne sait pas. Ça, c'est un point. Il a ses reflets en matière de politique.
nous avons ce qu'on appelle l'islamisme politique et la politique. Alors, il y a des passerelles entre tout ça, entre cet enseignement originel religieux et ce politique religieux, ce politique islamique, et cet islamisme politique, tout ça se confie et tout ça crée un certain terreau pour ce qui est mal défini ou qu'on appelle la radicalisation. Je vous en remercie. Travail exhaustif, scientifique et professionnel. Vraiment, vous tire chapeau, doyen. Je vais parler de l'emploi. L'emploi, pourquoi l'emploi? Parce que c'est vraiment le problème qui se pose ici en Mauritanie. Même si le chiffre annoncé du chômage est de 10%. Mais je voudrais dire aux jeunes que pourquoi s'orienter souvent à l'État comme employé? Ça n'existe nulle part au monde. L'État ne peut pas employer tout le monde. Pourquoi ne pas réfléchir et essayer d'innover et aller vers de l'auto-emploi? C'est un créneau porteur, beaucoup plus porteur pour les jeunes, ce qu'on appelle l'auto-emploi, ou le secteur informel. Comme vous le voyez dans les rues de Nouakchott, ce secteur il est envahi par les étrangers. Si on voit des étrangers en train de laver les voitures, ou des étrangers en train de construire des briques pour nos maisons, vraiment on est vexé sur ce plan-là. Et ça ne demande pas beaucoup de qualifications. Pourtant, ça génère énormément d'argent. Eh bien, cette histoire-là de d'auto-emploi, je pense qu'on doit mettre l'accent dessus, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un créneau-porteur, c'est un grand employeur, et puis ça crée énormément de ressources et de revenus pour les jeunes, surtout les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller plus loin dans leur scolarité, qui n'ont pas eu accès à des centres de formation, et des jeunes qui veulent vraiment rester chez eux et développer de l'expertise. Bien, je vous invite à y aller, et c'est à l'État maintenant, ou les structures concernées compétentes, de l'organiser. D'organiser ce qu'on appelle l'informel, qui couvre l'ensemble du secteur de la vie. Le secteur de l'alimentation, le secteur de la construction, le secteur des services, et énormément de secteurs qui restent encore ignorés dans notre pays et qui restent vierges, et que les jeunes, si vous voulez, doivent s'orienter et qui ne demandent pas beaucoup de capital, qui ne demandent pas de l'argent. Ils demandent tout simplement un changement de mentalité. Il faut que nos jeunes optent pour un changement de mentalité et qu'ils se débarrassent de l'ensemble de ces tares-là qu'on a vécu par le passé, et que tout emploi est un emploi noble, pourvu qu'il génère de revenus et qu'il se déroule dans la sérénité, dans le calme et la stabilité de notre pays. Je vous remercie. Merci, Mohamed. Je donne la parole à Sidney. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais moi aussi remercier et féliciter notre doyen Fall pour cette présentation et cette réflexion, comme il l'a appelé. En fait, c'était plus que réflexion, elle est vraiment bien documentée et elle pose les vrais problèmes. Nous vous en remercions. Je vais juste aborder deux points. Le premier point que vous avez effectivement touché, c'était qu'il n'y a pas de programme de développement qui cible les jeunes, effectivement. Malgré tous les discours, malgré tout ce qu'on dit, qu'effectivement il y a un déficit d'action ciblant les jeunes pour éviter toute cette problématique de chômage, de vulnérabilité, de propension à la migration et de radicalisation. Et ça, il faut remercier aussi, j'en profite pour remercier MP, pour Time Perspective, pour être un espace de réflexion, parce que très probablement, pour élaborer et pour donc mettre en œuvre des programmes, il faut d'abord avoir une matière première en termes de réflexion, en termes donc d'objectifs à viser et en termes d'action bien consensuelle. Donc effectivement, à ce titre, MP constitue un espace qui peut être une force de proposition pour justement donc donner à tous les intervenants, y compris les pouvoirs publics, donc des éléments fondamentaux pour essayer de... Parce que s'il y a un manque de programmes qui ciblent les jeunes, c'est très probablement par manque de capacité de planification, de capacité de proposition, par faiblesse justement du fait que le secteur, globalement, tous les secteurs s'occupent des jeunes, vous l'avez dit, vous avez cité non seulement le ministère de la Jeunesse, mais il y a l'emploi, il y a la santé, il y a l'éducation, tout ce monde-là, puisque le thème de la jeunesse est un thème effectivement transversal,
et donc ça touche à toutes les politiques sectorielles de développement. Mais globalement, on sent que les problématiques sont traitées de manière globale et que la spécificité jeunesse n'est pas toujours bien prise en compte, cette dimension, dans les politiques sectorielles pour arriver justement à cibler les jeunes, parce que c'est là où il y a un terreau et c'est là où l'action doit pouvoir faire améliorer les indicateurs le plus rapidement possible. Si on ne fait pas ce ciblage, on reste dans des mesures générales, dans des réformes générales, dans des programmes généraux qui n'arrivent pas à toucher nécessairement les jeunes parce qu'ils ont des spécificités qu'il faut effectivement, dont il faut tenir compte. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme éventuellement donc, recommandation ou comme proposition? C'est qu'il faut effectivement avoir des outils et des instruments qui permettent de développer des programmes qui ciblent les jeunes et qui traitent justement ces problématiques-là de vulnérabilité et donc ce qu'il faut faire. Ce qui n'est pas le cas actuellement. J'ai oublié de me présenter effectivement. Pourquoi je dis ce n'est pas le cas? Parce que je m'appelle Sidna Oulidar Mohamed Salah, je suis assistant technique actuellement, consultant, assistant technique chargé du suivi et évaluation de l'ASCAP, qui est donc la stratégie de croissance accélérée de prospérité. Donc, je viens du milieu justement où je sais ce qui existe en termes de programmation du développement et donc cette catégorie effectivement de la population mériterait de ne pas être noyée simplement dans la transversalité. Elle mériterait effectivement des programmes qui soient... en fait, on a des générations perdues, comme vous l'avez dit, à cause du système d'enseignement ces dernières décennies. On a des générations perdues qui n'ont pas pu s'insérer dans le marché de l'emploi, qui n'ont pas pu avoir justement des qualifications pour être compétitifs par rapport à justement aux étrangers, ou bien tout simplement pour pouvoir donc être donc employés. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, si vous voulez. Ils n'ont pas cette qualification qui leur permet d'être employables sur le marché du travail. Ils ont peut-être des bibles, ils sont alphabétisés, ils sont passés par-ci par-là, mais ça ne leur a pas donné une qualification qui permette effectivement de leur donner confiance pour accepter qu'ils occupent des postes, que ce soit dans le privé, dans le public ou des postes de travail de manière générale. Je voudrais, pour ne pas être long, juste poser une question que j'étais un peu gêné d'avoir la thématique migration parallèle ou liée à la thématique radicalisation. Je pense que la problématique migration, c'est quand même quelque chose d'important. Ça draine des centaines et des centaines de milliers de personnes pour des raisons qui sont effectivement liées à des facteurs comme le chômage qui se retrouvent chez la radicalisation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut lier les deux. Parce que peut-être en Europe, le débat en Europe lie parfois la radicalisation chez le milieu des migrants. Mais chez nous, ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que la migration qui part de l'Afrique ou de nos pays, c'est une migration essentiellement économique. C'est une migration essentiellement, et ce sont les jeunes qui sont en demande d'emploi, qui n'ont pas trouvé leur attente, surtout, j'allais dire, pas nécessairement culturelle, mais beaucoup plus l'emploi. Les corrélations, on peut revenir sur quels sont les facteurs les plus explicatifs, quels sont les facteurs les plus forts, quels sont les facteurs qui sont là moins forts, mais il est clair que le chômage, le fait de ne pas pouvoir s'émanciper dans ce pays, et que le fait qu'il y a un appel d'air, vous avez raison de dire qu'il y a, vous avez appelé effet culturel, donc effet démonstratif, des générations déjà là-bas qui donnent donc une image et donc on essaye de suivre, etc. Mais foncièrement, la migration est un thème qu'il faut traiter. Je dirais, si on le traite avec la vulnérabilité, ça perturbe un peu, ça perturbe nos modes de pensée, ça perturbe un peu parce que pas la vulnérabilité, la radicalisation, excusez-moi. La vulnérabilité, elle est bien là. Elle est bien là à la fois pour alimenter la migration, comme le chômage, il est bien là, à la fois pour alimenter la migration, tout comme ces deux facteurs alimentent la radicalisation. Je pense qu'il faut quelque part ne pas les lier. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à femmes qui pour analyser, par exemple, pour voir comment mettre en place un projet de lutte contre le chômage des jeunes. Et nous avons pris comme zone cible 3 zones. Par exemple, la commune d'Arafat, on a pris les 2 routes, l'Est, bien sûr Ayoun et bien sûr le Haut de Chapier et le Haut de Randi. Donc en fin de compte, nous sommes arrivés aux résultats selon lesquels s'il n'y a pas de projet structurant mis en place dans les départements lointains, bien entendu il y aurait des difficultés, bien sûr, c'est-à-dire toujours les jeunes seront confrontés d'abord à la migration intérieure
Et plus tard, ceux qui sont dans la capitale ou ceux qui sont dans les grandes villes seront confrontés à la migration vers l'étranger. Et nous avons produit des données, bien sûr, qui expriment cela. Et nous avons fait une étude qualitative et quantitative qui démontre, bien entendu, comment et de quelle manière les jeunes entreprennent leurs projets à partir des moyens de vie, à partir de la vulnérabilité, à partir du chômage, etc. etc. Bien entendu, qui les pousse bien sûr à l'immigration. Et bien sûr, je n'ai pas l'occasion de présenter les résultats de cette étude. Deuxième élément, c'est le rapport entre radicalisation, bien sûr, et l'immigration. Il y a une étude, bien sûr, que nous avons fait il y a quelques années, comment la radicalisation, bien sûr, pousse les jeunes, comment la radicalisation pousse les jeunes, et comment justement les jeunes se versent dans la radicalisation. Vous savez, ici, je vais vous donner 2 points. Il faut être proche du terrain pour comprendre ces points. Nous avons des zones qu'on considère comme étant des zones vulnérables. Il y a le triangle de la pauvreté. Et dans ce triangle de la pauvreté, par exemple, il y a 170 000 familles qui étaient pauvres. Et sur ces 170 000 familles, il y a un taux de, ces 170 000 familles disposent du taux de déperdition le plus élevé en Mauritanie. Déperdition scolaire, bien sûr, en Mauritanie. En fin de compte, ces personnes-là ne vont pas achever leur études, ne vont pas arriver au secondaire, et bien sûr, essayer de se donner dans un premier temps, bien sûr, à la migration intérieure. Et par la suite, à d'autres formes de migration, bien sûr, au chômage, etc., etc. Il y a cet aspect qui est très important. Et d'ailleurs, il y a un projet au niveau du ministère de l'Éducation qu'on appelle le projet ZEP, Zone d'éducation prioritaire, qui est là, qui est concentré justement sur ces zones-là, à telle enseigne qu'on puisse transformer ces zones du triangle de la pauvreté au triangle de l'espace. Je ne peux pas rentrer dans tous ces détails dans le projet. Un troisième élément, c'est c'est-à-dire comment les jeunes versent dans la radicalisation. Je crois que je le dis toujours, il faut toujours être proche du terrain. Allons-y par exemple dans le quartier Nété. Dans un premier temps, on essaie de recenser des jeunes qui n'ont pas d'emploi. En deuxième temps, on dit ces jeunes, est-ce qu'ils sont allés à l'école, est-ce qu'ils ont fait le Coran? On dit venez, on vous enseigne le Coran. Et en troisième lieu, on les appelle à la mosquée, on leur tient des discours qui ne vont pas avec nos réalités religieuses. Il m'est arrivé un jour de recenser quelque chose comme 10 profils d'emploi des jeunes, justement, dans ces discours, c'est-à-dire dans la manière de véhiculer ces discours religieux. Je crois que ce sont des aspects très intéressants. Ça, c'est une étude scientifique qui démontre comment ces jeunes, bien sûr, versent dans les discours religieux et radicaux. Et par définition, quand on dit du discours radical, c'est un discours où on va essayer de vous inculquer un certain nombre d'idéologies, un certain nombre d'idées. Et par la suite, on vous dit, quand vous faites ça, vous allez obtenir ça. Et nous avons vu au départ nos jeunes de l'intérieur et des jeunes qui étaient pauvres étaient versés justement dans ces discours-là. Et nous avons commencé, au final, nous avons mis quelqu'un par exemple qui a tenté de se faire suicider à côté de l'ambassade de France. Et nous avons vu quelques gens qui se sont émigrés, bien sûr, c'est-à-dire vers le Mali, vers un pays qui ont rejoint les réseaux terroristes. Et en fin de compte, l'État a jugé quoi? L'État a dit que maintenant, c'est-à-dire quand on veut les mettre en prison, ce n'est pas une solution. Maintenant, il faut développer un discours, c'est-à-dire des dialogues. Un discours, il faut essayer de le convaincre par la religion. Je crois que ça a été évoqué par le conférencier. Le conférencier dit qu'il faut qu'on se rapproche, c'est-à-dire on essaie de voir le conseil de la fatwa pour développer un discours à travers, bien sûr, notre religion, à travers notre pratique religieuse d'antan, pour dissuader ces jeunes à se verser dans ces réseaux. Donc, merci. Si vous me permettez. Moi, j'ai bien écouté et j'ai vu tout l'accent qui a été mis et repris pratiquement par toute la salle sur l'éducation, sur le chômage, etc. Mais moi, j'ai une autre problématique. L'appartenance. On a parlé de manière générale et de patriotisme. Mais l'appartenance, je pense aujourd'hui qu'un des facteurs clés de radicalisation de beaucoup de personnes, c'est cette absence d'appartenance, de sentiment d'appartenance à une nation d'abord. On a le sentiment d'appartenance à la famille, on a le sentiment d'appartenance à la communauté, que ce soit par intérêt ou autre, on a un sentiment d'appartenance à la caste, aux tribus, mais à une nation. Ça, c'est quelque chose qui manque et je pense que ça mérite approfondissement. Ça, c'est un aspect sur lequel je voulais quand même et qu'on revienne. Ensuite, il y a un deuxième point qui m'interpelle. C'est par rapport à M. Buhari. C'est pas pour répondre, je ne saurais pas lui répondre. Mais quand il a parlé tout simplement de l'extrémisme violent, de la pensée extrémiste, et que l'extrémisme était quelque part toléré en donnant des exemples du concret que tout le monde connaît.
moi je pense qu'il n'y a pas une définition de l'extrémisme violent, mais il y a une définition conventionnelle. Ce qui est sûr, c'est que la pensée y a un rôle, mais que le début du déclic de la problématique, c'est tout simplement la pensée radicale. C'est la pensée radicale qui se mue en idéologie politique, sociale, etc. et qui peut en ce moment-là se transformer en des actes de violence. Et comme le dit Ampoula, on peut te tuer parce que tu as fait quelque chose, mais on ne peut pas te tuer parce que tu as pensé à quelque chose. Le troisième aspect par lequel je vais finir, c'est que j'ai un gros problème. C'est cette manière, on a beaucoup parlé de changement de paradigme dans l'importance de ce qui doit être fait. Mais mon gros problème, c'est toujours ce paradigme-là de nous autres, quand on se veut pédagogique, on ne change pas l'approche et la manière de parler des jeunes. On parle toujours des jeunes en termes de problématiques. Est-ce que ce n'est pas aussi pédagogique de parler des jeunes en termes de solutions, en termes de dynamique, en termes de possibilités, en termes de capacités, en termes de compétences, en termes de connaissances, en termes d'expertise, des choses positives qui vont aider ces jeunes-là à se voir de manière beaucoup plus positive. Ça, c'est ma principale problématique. Merci. Merci beaucoup. Qui s'est bien passé, hein, mais que les jeunes ne soient pas là. C'est déjà un premier problème. Donc pour moi, toute la problématique, c'est le développement personnel et professionnel. Et les gens doivent travailler pour aussi un service civique national. C'est-à-dire que c'est une information qui manque. Le deuxième élément, c'est le cloisonnement. Il y a un cloisonnement, il y a un manque de dialogue intergénérationnel. Parce que les jeunes n'ont pas l'information, les jeunes n'ont pas l'orientation, les jeunes n'ont pas les conseils. Donc nous devons travailler sur ces aspects-là. Problème de décentralisation, Youssouf, vraiment je te félicite pour ton exposé exhaustif. Il y a un problème de décentralisation. Aujourd'hui, si on va dans le domaine spécifique de la jeunesse et des sports, je donne toujours un exemple. Tous les jeunes du Guidi-Maras sont transférés à Nouakchott parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la Coupe du Guidi-Maras. Ils viennent pour compétir village par village, ils finissent par même travailler, aller vers l'équipe nationale. Parce que le sport est un levier, le sport peut faciliter l'employabilité, le sport est une ouverture pour le monde. Et nous connaissons la relation qui existe entre l'esprit du citoyen du Guidi-Maras et la migration et ce que ça peut comporter comme élément. Donc les gens travaillent, ils se font connaître, ils développent ces activités. Pas on est en Europe, on est ailleurs, on va développer le sport, on va ramener l'argent au Guidi-Maras, comme vous l'avez dit. Donc ça veut que ça me ramène aussi au pourcentage de l'investissement. Le gouvernement a développé 1% des financements douaniers, des recettes douanières pour les investissements. Est-ce que ces investissements-là sont utilisés à bon escient? Parce que ça pourra développer le sport, les investissements dans les régions, et ça peut aider. Bon, maintenant, tout ça réuni, on a dit qu'il n'y a pas assez de ressources pour la jeunesse. Mais l'éducation, c'est la jeunesse. La formation professionnelle, c'est la jeunesse. L'emploi, c'est la jeunesse. Mais est-ce que tout ça réuni ne pouvait pas être utilisé à bon escient? C'est-à-dire qu'on essaie de créer une structure où il y a une complémentarité, qui forme la personne, qui fait du développement personnel et professionnel. Je pense que j'en ai terminé. Je félicite en tout cas MP pour avoir créé l'occasion pour nous de discuter encore. Mais je souhaite que prochainement nous soyons plus jeunes, plus nombreux à débattre de ce sujet-là. Merci. Merci. Je donne la parole à... Pour ça, tout à l'heure, la migration, c'est toujours pour aller chercher soit de l'emploi, soit... Mais je pense souvent la migration, c'est pour les jeunes, c'est aller chercher une bonne formation à l'étranger. Parce que, comme vous l'avez dit, l'administration pense que les jeunes, quand ils viennent de l'étranger avec un diplôme, ce diplôme est plus valorisé dans le territoire national. Et par conséquent, celui qui a reçu un diplôme là, il est un peu stressé parce que son diplôme, quand il va aller déposer, on va d'abord choisir le jeune qui vient de l'étranger. J'aimerais bien que vous pensiez à ça, que l'État pense aussi à ça,
de valoriser aussi bien le diplôme qui vient du territoire national que le diplôme qui vient de l'étranger. Merci beaucoup. Monsieur Ba. Compte tenu de la dimension du sujet que vous faisiez en deux séances, n'est-ce pas? Parce que quand on regarde ces 4 points, ils sont nombreux et c'est très difficile de se résumer, donc il a raison d'être long, c'est normal. L'immigration en tant que telle est une bonne chose parce qu'elle permet, comme vous l'avez dit, un échange culturel, apprendre, échanger, mais aussi c'est à l'origine de beaucoup de ressources qui sont drainées et qui sont donc envoyées dans les pays d'origine. Et c'est tellement important que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont créé des organismes pour aider les migrants à envoyer les ressources et que ces ressources puissent être utilisées au profit du secteur privé. C'est ça qui est très important. Ce qui manque un peu, je crois que c'est qu'il faut la liaison entre migration et chômage ne peut exister que dans la dimension de ce qu'on appelle la migration clandestine. C'est ça, illégal. Parce que les jeunes qui migrent et qui forcent la porte, c'est des jeunes qui sont au chômage. Donc c'est à ce niveau qu'il faut essayer de trouver la solution. Par rapport à la dimension chômage, les recommandations que vous avez faites, moi je dirais une chose très simple. Ce qui est important à mon avis, c'est d'avoir des réformes telles qu'on puisse améliorer les institutions. Vous savez, les économistes se sont toujours trompés en croyant que la croissance et le développement reposaient sur les ressources naturelles et sur les ressources de capital. Alors on se rend compte maintenant que le développement, la croissance et le bien-être des populations dépendent beaucoup plus de la qualité des institutions que de la croissance. Je vais vous donner un exemple. Le Japon, c'est un pays qui n'a rien du tout en termes de ressources. Maintenant, c'est un pays très capitalistique, mais avant. Mais ce qui a aidé le Japon à avancer, c'est parce qu'il y a eu des institutions qui ont permis de le faire. Prenez l'exemple de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Un seul pays divisé en deux. 25 ans plus tard, l'Allemagne de l'Ouest était la 3e puissance mondiale et l'Allemagne de l'Est se situe à au 5e rang. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'est pas la population, c'est la qualité des institutions. Si on ne peut pas faire respecter les règles des jeu, si on ne peut pas créer une dynamique à travers laquelle chacun mérite ou a ce qu'il mérite, on ne peut pas. Donc, toutes les recommandations que vous avez faites en les écoutant reviennent à une transformation radicale des institutions, placer l'homme au centre des institutions et respecter les règles du jeu. Le capital humain constitue le seul et le principal facteur de développement. Et le capital humain, c'est l'investissement dans l'individu. Ça, c'est très important. Vous avez posé le problème de l'éducation. Moi, je suis professeur à l'université. J'ai enseigné de 89 jusqu'à 2000 ici à l'université, jusqu'à 2001-2002. Le niveau était extrêmement bas. Je suis parti pendant 15 ans à la Banque africaine de développement, je suis revenu. Quand les étudiants vous écrivent un texte, vous ne savez pas si c'est en anglais, en allemand ou en arabe. Impossible. J'ai essayé de corriger les copies, on ne peut pas comprendre. Nous sommes en train d'aller dans une situation catastrophique, comme vous l'avez dit. Il faut des réformes. Et ces réformes doivent amener les dirigeants et les décideurs à replacer l'individu, l'enfant, le jeune, au sein des institutions, au sein du pays. C'est l'avenir du pays dépend déjà. Et quelqu'un disait que si vous voulez mettre en péril l'avenir des pays, détruisez son système d'éducation. Et nous sommes en train de vivre une situation catastrophique et il faut quelque chose, il faut une réflexion, il faut une vision plaçant l'individu, plaçant les jeunes au centre des préoccupations. Je vous remercie. Je suis Bahamado, je travaille à Caritas pour le projet Migrants de l'ONU. Donc moi, je n'ai pas de questions, j'ai juste une recommandation à faire. Et pour la liste en fait, des recommandations qu'a présenté M. Fan, une excellente présentation, et j'aimerais bien y voir par exemple au niveau des chômages par exemple, les causes des chômages par exemple. On a parlé des problèmes de l'éducation et des problèmes de formation et tout. Et il n'y a pas énuméré dans ces recommandations le renforcement de la qualité des formations, n'est-ce pas, qui répondent aux besoins du marché de l'emploi, du travail au niveau de la Mauritanie en fait. Parce qu'on assiste aujourd'hui, par exemple, à des jeunes qui font des formations, plusieurs formations en fait, qui ne répondent pas aux besoins du marché du travail actuel. Du coup, le jeune, il sort de l'université, il se retrouve sans travail.
il n'a pas d'emploi parce que voilà, son diplôme ne répond pas à les qualités, au diplôme demandé et tout. Donc il faudra bien ajouter sur ça le renforcement de la qualité de formation, n'est-ce pas, qui répond vraiment aux besoins du marché du travail. Nous avons aussi des jeunes diplômés qui ont du mal à trouver de l'emploi. On les demande par exemple de l'expérience, des stages et tout. Parce qu'il n'y a pas une culture de relation entre le monde des entreprises et le monde universitaire. Il n'y a pas cette culture de relation. Le monde des entreprises doit régulièrement venir à l'université et demander le besoin des jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire, s'ils ont besoin d'eux pour faire de l'alternance, par exemple, de faire des formations au niveau de l'université et aller après au niveau de l'entreprise pour pratiquer un peu ce qui est enseigné. Et faire aussi ce qu'on appelle le suivi des jeunes étudiants. On peut créer des jeunes diplômés sur toutes les formations, mais s'il n'y a pas de suivi pour voir demain si le jeune qui a été formé a trouvé du travail ou pas. Donc il faut créer une relation de feedback, de voir si les étudiants qui ont été formés dans tel domaine ou tel domaine ont réussi à décrocher du boulot et tout. Et ça, c'est des recommandations à revoir aussi. Et promouvoir ce qu'on appelle l'initiative privée pour remédier aux questions liées au chômage des jeunes mauritaniens. Et merci beaucoup. Et ce thème, je trouve qu'il est important, c'est la base, je pense, de tout un pays, notre pays, la Mauritanie. Quand on parle du chômage, de la question de la jeunesse, franchement, ça doit être une des priorités de la Mauritanie. Quand dans vos chiffres, dans les chiffres que vous avez donnés, vous dites que 60% de la population mauritanienne est jeune. Cette jeunesse doit effectivement constituer notre première ressource, parce que quelqu'un a évoqué le cas du Japon. L'Allemagne, quand l'Allemagne a voulu créer la relève, ils ont investi justement dans la jeunesse. La population allemande étant vieille, ils ont recréé une politique de baby boom. L'exemple de la Chine aussi peut être évoqué avec leur politique d'enfants uniques. Ils sont revenus là-dessus en créant, en favorisant une situation qui fait que les couples peuvent avoir 2 enfants, 3 enfants pour justement renouveler la génération. Donc, M. Tanjan, il est effectivement dommage, quand on parle toujours de jeunes, à l'absence des jeunes. Et quand on veut parler ici en Mauritanie de la problématique des jeunes, je pense que ce n'est pas des quartiers, entre guillemets, IP qu'il faut parler des problèmes des jeunes. Il faut aller, comme l'a dit M. Ouagé, dans le terrain, dans les quartiers populaires, où on rencontre réellement ce qui pose problème aux jeunes. Quelqu'un disait tout à l'heure que l'État ne peut pas absorber tous les jeunes diplômés. Je vous assure, je ne fais pas l'avocat des jeunes, mais tous les jeunes sont conscients de cela. Les jeunes savent que l'État ne peut pas tout absorber. Et tous les jeunes diplômés chômeurs sont porteurs de projets, mais n'ont pas de financement pour réaliser leurs projets. Ici, dans cette salle, comme l'a dit mes prédécesseurs, il devrait y avoir 10 ans. Il vient en Mauritanie, il n'a pas de travail. Alors que le cancer tue aujourd'hui, à la longueur de la journée, bon nombre de femmes. On ampute des seins aux femmes, alors que les chercheurs traînent dans les rues de Nouakchott. Donc, je pense que c'est aussi des problématiques qu'il faut. S'il faut aussi organiser des journées d'études pour parler réellement des problèmes de jeunes, c'est en invitant des jeunes, c'est en invitant des jeunes diplômés, des jeunes surtout chômeurs. Donc, à travers tout ce qui a été dit, moi je pense qu'il va falloir revoir. Je suis peut-être entre guillemets victime de ma formation, mais les concepts, on fait beaucoup attention avec. Concept de radicalisation, concept de jeunes, concept d'extrémisme. Pour moi, encore une fois ici, il va falloir travailler beaucoup sur ces concepts, les redéfinir, les
adapter à notre réalité sociale en nous. Qu'est-ce que le radicalisme? Monsieur, le radicalisme n'est pas que économique, le radicalisme est aussi social. Que chez nous, en Mauritanie, on est spécifique. Partout où on part dans le monde, on nous dit que la Mauritanie est un cas particulier. Pourquoi la Mauritanie est un cas particulier? On s'est posé la question, il y a tant de problèmes. Madame évoquait tout à l'heure qu'elle est partie renouveler son passeport. Je vous assure que je suis dans les mêmes problèmes. Mon voyage a été reporté parce que je n'arrivais pas à renouveler mon passeport. Tout simplement. Alors que c'était juste un renouvellement. Et cela aussi peut radicaliser les gens. Donc la radicalisation est à plusieurs dimensions. Et surtout sociale, surtout en Mauritanie. Donc, Monsieur Youssouf, notre aîné. Et essayer de répondre un peu aux questions qui ont été soulevées. En tout cas, ce sont pour la plupart des contributions au thème. Tout le monde est d'accord, en tout cas, qu'il faut revoir un peu le système éducatif. Aujourd'hui, les signaux sont rouges et qu'il y a peut-être des alertes à faire pour qu'on revoie un peu notre système éducatif. Parce que quand on n'a pas un bon système éducatif, on essaie une éducation de qualité dans nos établissements, on ne peut pas aspirer au développement, en tout cas très rapidement. Par rapport à la création d'une structure sur la radicalisation, je pense que c'est une idée peut-être qu'il faut creuser davantage, parce qu'il faut qu'on mette en place des mécanismes pour suivre un peu comment les jeunes sont radicalisés. Mais les jeunes ne sont pas radicalisés seulement pour des raisons religieuses. J'ai vu par exemple un jeune se radicaliser, pourquoi? Parce qu'il voulait se marier. Et quand il a demandé la main de la fille pour des raisons sociales, etc., on lui a dit non, non, tu n'es pas de la même famille ou du même caste que. Donc on n'accepte pas. Et donc il a fui le village. Il est parti, il s'est radicalisé parce que tout simplement on lui a refusé le mariage. Donc il y a plusieurs raisons de se radicaliser. Mais la meilleure formule pour l'instant, c'est de travailler un peu avec nos éléments. Travailler avec nos éléments qui est vraiment une très bonne connaissance de l'islam. Chez nous, comme je l'ai dit, ici ça a été le berceau où les gens viennent chercher des connaissances, où également on exporte l'islam vers d'autres pays. Et nous avons des éléments qui peuvent vraiment prendre la parole et dire exactement ce que l'islam préconise chez nous. Parce que il ne faut pas, bien sûr, parce que j'ai dit, nous sommes de rite sunnite malikite, c'est notre religion. Il ne faut pas peut-être qu'on déforme un peu notre religion en voulant nous référer peut-être à d'autres types de rites qui ne sont pas les rites que nous avons connus. Mon père a toujours connu ça, mon grand-père a toujours connu le rite malikite, et il vaut mieux qu'on reste dans ce cadre. La fatwa, le Haut Conseil de la fatwa pourrait jouer, à mon avis, un rôle important. Mais comment? Je pense que ça mérite réflexion. Votre proposition, en tout cas, peut être retenue et creusée davantage. Oui, j'ai dit qu'il ne faut pas simplement qu'on pense que l'État aujourd'hui peut satisfaire tous les besoins d'emploi de nos jeunes. Mais il doit veiller à créer les conditions. Donc il y a certainement beaucoup d'emplois qui seront dans l'informel, mais il faut que l'État aussi prépare ces conditions-là pour que les jeunes puissent travailler dans des conditions acceptables et pour que aussi les entreprises qui vont être créées puissent elles-mêmes encourager la création d'emplois. Les programmes de jeunesse et sport, je crois qu'on en fait. Hein. Moi, je vous cite simplement le cas de la stratégie nationale de jeunesse. Tous les thèmes, que ce soit les problèmes de l'emploi, que ce soit les problèmes de radicalisation, que ce soit les problèmes des technologies de l'information, etc., ont été pris en compte dans la stratégie qui a été faite. Et cette stratégie a été évaluée à 43 milliards de guillemets pour 5 ans. On est à la deuxième année, je ne suis pas sûr que l'État ait investi 1 milliard de guillemets dans ces projets, déjà.
Oui. Donc c'est pourquoi je dis, quand les financements sont faibles, c'est vrai qu'on déclare partout, haut et fort, la jeunesse est notre priorité, la jeunesse est celle. Mais on n'investit pas dans la jeunesse. J'ai l'exemple des États-Unis, j'ai donné l'exemple de l'Algérie où j'ai eu la chance de faire mes études universitaires. Du Tchad aussi, mais moi j'ai donné l'exemple de l'Algérie où j'ai fait mes études universitaires, etc. Et aujourd'hui on le voit partout à travers la presse, on voit comment les gens aiment leur pays. Et ce sentiment de patriotisme, je peux même dire qu'il s'agit d'un sentiment d'appartenance à une communauté. La communauté peut être le pays, peut être la région, peut être ceci, peut être... Donc ça, il faut qu'on développe ça chez les jeunes, et à un bas âge déjà au niveau de l'école fondamentale, partout dans nos maisons, dans nos familles, etc. Il faut que le petit, votre fils, votre enfant, aime son pays. Mais si dès le départ, l'enfant, il dit, ce pays-là, la Mauritanie, ah, ça, j'aime pas ce pays-là, je ne suis pas content de ce pays, donc je ne l'aime pas, on ne va pas aller. Moi, je pense que nous devons développer des programmes pour mieux aimer notre pays et puis développer chez les jeunes le sentiment d'appartenance à ce pays. Oui, il faut forcément maintenant dire ce qu'il y a de positif chez les jeunes et ce qu'ils peuvent faire. J'ai dit aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie nationale, nous avons des jeunes extrêmement compétents qui peuvent nous aider à développer notre pays, qui peuvent nous aider à améliorer la croissance économique de nos jeunes États. Ils sont partout. Il faut les mettre peut-être dans des situations où ils peuvent produire. Mais j'ai dit vraiment dans tous les domaines. L'expérience en tout cas que j'ai eue pendant 35 ans, je suis dans le secteur de la jeunesse et j'ai côtoyé les jeunes de très près, mais je sais qu'ils sont capables de produire. Pour les recettes douanières, là j'aimerais demander l'information. Au départ, on avait demandé de l'argent que l'État mette à disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports, des moyens. Au départ, c'était pour le sport seulement, parce que, vous savez, chez nous, le sport n'est pas bien considéré. Moi, quand je faisais mes études dans le sport, après mon bac, je devais faire Sciences Éco, et après, je suis allé un peu faire éducation physique et sport, parce que simplement, il y avait une bourse, et cette bourse me permettait d'aller à l'étranger, donc à l'Algérie. Personne n'était d'accord avec moi dans la famille, parce que c'était une famille de docteurs, d'ingénieurs, de professeurs d'université et tout ça. Et les gens me disent non, mais comment? Tu vas faire éducation physique? Parce que pour eux, éducation physique, c'est préparer les muscles, et basta. Mais le seul qui était d'accord avec moi, c'était mon papa, qui était donc un éducateur, un enseignant, qui a dit non, ce sera un professeur comme tous les autres professeurs, laissez-les faire. C'était ma destinée, heureusement. Si j'ai fini par être secrétaire général d'une organisation internationale, je pense que c'est dû à ça. Donc, pour les recettes dernières, au départ, c'était simplement le sport. Malheureusement, ou heureusement, qu'à un moment donné, on avait cette contraction des deux ministères, jeunesse et sport et culture, 40% du budget est parti à la culture. Donc on se retrouve seulement avec 60% pour le ministère de la Jeunesse et des Sports pour les recettes douanières. Et même là encore, les mécanismes de décaissement de ce fonds-là ne sont pas encore très bien clarifiés. Donc, tout ne va pas, tout n'est pas reversé au sport et tout ne va pas au sport pour l'instant. C'est gardé dans un compte et ça se fait à compte-gouttes sur demande, etc., etc. Mais ça a permis quand même de créer des infrastructures, même si certaines ne sont pas achevées. Avant, on n'avait même pas d'infrastructure. Et aujourd'hui encore, le stade olympique est fermé et vous avez eu tout le mal que nous avons pour pouvoir organiser les matchs internationaux. Il nous a fallu aller à Zouarat et en combinant même avec la CAF pour qu'elle ferme les yeux sur certains aspects, parce qu'il faut des normes qui doivent être respectées. Ici au stade de la capitale, vous avez vu, les maisons de jeunes que nous avons, allez les voir dans quel état elles sont aujourd'hui. Parce que simplement, c'est un secteur qui n'est pas bien considéré. Qui n'est pas bien considéré. Et oui, c'est vrai que j'ai oublié de noter cette idée selon laquelle, et là c'est une contribution que j'apprécie beaucoup, des fois les jeunes migrent, c'est Florian qui disait ça, que les jeunes migrent, ce n'est pas simplement pour la question de pauvreté, mais ils vont chercher la connaissance. Ils vont chercher des diplômes, par exemple, dans tel domaine qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ou en tout cas pour lesquels ils ont des difficultés, ou alors l'enseignement encore meilleur à tel ou tel endroit de la planète. Parfaitement d'accord avec vous,
proposition que vous dites en disant il faut investir dans les institutions. Dans les institutions, c'est ça peut-être la clé qui, un jour, va nous permettre d'accéder plus rapidement au développement, investir dans le capital humain. Quand vous prenez des pays comme par exemple le Rwanda, quand vous prenez des pays comme le Cap-Vert, qui n'a presque pas de ressources, la force du Cap-Vert, ce sont ses ressources humaines. Vous avez cité le cas du Japon, mais prenons simplement la Tunisie. La Tunisie n'avait rien. La Tunisie, à Bourguiba et Ahmou à l'époque, avait investi dans la qualité des ressources humaines. Et aujourd'hui, quand le pays était pratiquement développé, était bien lancé, avec malheureusement cette révolution qui a un peu freiné, mais la Tunisie était partie. Aujourd'hui, tout le monde, quand on veut se soigner, pas simplement nous les Mauritaniens, mais même les Européens aujourd'hui, quand ils veulent se soigner, aujourd'hui ils vont en Tunisie pour se soigner. Monsieur Ba, donc oui, j'ai dit, moi peut-être que vous n'avez pas suivi dans mon intervention, mais j'ai dit qu'il nous faut former nos jeunes, formation professionnelle, à l'école, formation de qualité, pour leur permettre d'avoir des diplômes et surtout pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché du travail. Parce que si vos diplômes vraiment ne reflètent pas la qualité de vos études, on nous donne nous, des diplômes à bras le corps, hein, on donne des diplômes comme ça, mais ce n'est pas des diplômes qui reflètent la formation que nous avons réussi. Et des fois, pour la plupart, vous l'avez entendu dans la fonction publique, on a même des diplômes qui n'existent pas, des diplômes Internet. Regardez le nombre de docteurs que nous avons eus ces dernières années, vous ne savez même pas d'où ils viennent. Donc ça aussi, je crois que les gens ne savent pas qu'ils sont en train de faire mal à notre pays. Ils sont même en train de faire mal à notre pays. Donc il faut former les gens, qu'ils aient une formation de qualité, et que ces gens-là puissent un jour participer à notre développement. On en a besoin. S'ils sont bien formés, ils vont traîner les autres. Mais si nous n'avons que des cadres qui sont très mal formés, etc., nous coulons tous avec eux. Eux, ils coulent et nous coulons avec eux. Alors que si nous avons même une poignée de cadres très très bien formés, ceci peut tirer notre pays vers le haut. Franchement, cher ami, cher frère, je pense que je vais m'arrêter là pour les réponses importantes. Et nous souhaiterions effectivement, comme l'a dit Amadou, exploiter un peu le contenu de cette communication en vue d'en faire une note synthétisée un peu qui doit être publiée, déposée sur le site et aussi partagée avec l'ensemble des participants. Je voudrais tout d'abord, avant de clôturer, rappeler quand même que Mauritanie Perspective avait organisé, avait pratiquement dédié un programme en 2013 à 2014 et même au début de 2015 à la jeunesse et avait en ce moment-là, justement partant du constat que la plupart du temps des non-jeunes parlent au nom et à la place des jeunes. Donc, pour éviter un peu cela, Mauritanie Perspective avait offert un cadre pour la jeunesse où seulement les jeunes, au sens peut-être de la stratégie ou du ministère de l'Éducation nationale, avaient travaillé, avaient proposé sur l'ensemble des thématiques, sur une dizaine de thématiques qui ont été un peu plus ou moins approchées ici et qui ont fait un ensemble de recommandations, de propositions. Tout cela a été consigné dans un document qui ne nous donne pas réellement satisfaction au niveau de Mauritanie Perspective, mais qui est publié sur les sites de Mauritanie Perspective et qui a été diffusé. C'est un programme qui a été pratiquement travaillé par les jeunes à leur niveau et dont les conclusions aussi ont été retenues au niveau de la jeunesse. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns, un ou deux dans la salle, parce que nous en avons sollicité certains, je ne sais pas s'ils sont venus ou non. Je rappelle aussi que dans la plaquette que vous avez, dans la deuxième page, il y a des objectifs de Mauritanie Perspective et parmi les premiers objectifs, il y a favoriser l'épanouissement et le nourrissement des institutions publiques. Donc c'est pour un peu dire que le développement et le renforcement des institutions publiques est une priorité aussi au niveau du travail de Mauritanie Perspective, qui demeure encore un espace ouvert à tous les débats relatifs à la mise en œuvre des politiques publiques et au renforcement de l'état de droit dans notre pays.
Merci encore et à la prochaine activité.